je reçois un invité extraordinaire. Ouais. Je suis à Tananarive, à Madagascar, et je reçois une des figures mythiques de Madagascar. Pas tellement mythique, hein. Il a 90 ans, il est super marrant, et il va nous redire son nom et son prénom pour que chacun se souvienne de lui. Ah bon. Alors, c'est quoi votre nom Mon et nom, votre c'est prénom? Razafin Salam Raymond. Alors donc, Raymond Razafin Salam, Voilà. chacun fera comme il pourra. Voilà. Dites-nous, vous êtes né en quelle année? Je suis né en juin 1933, C'est-à-dire avant la la Deuxième Guerre mondiale. avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes né où? En Bouille-Machou, dans le sud. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est l'image que vous avez de la France à travers le temps. C'est-à-dire entre la France que vous avez imaginée ou connue avant 1945, 46, vous nous parlerez peut-être des événements de l'après-guerre, et l'image de la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Il est extraordinaire, vous allez voir. Question difficile, hein. Ah bah oui, c'est pour ça que je la Très pose. difficile. Je ne vous ai pas fait venir pour une question facile. La France d'avant 45. C'était comment la colonisation de Madagascar par la France avant les fameux événements de 46-47 c'était comment? Les Malgaches le vivaient comment? C'est difficile à répondre parce que à l'époque, donc, j'étais encore gosse, hein. Mon père était interprète du tribunal. Il a eu sa nationalité française en 1939. À l'époque, donc, il y avait les écoles françaises et puis les écoles indigènes. Qu'est-ce que c'était un indigène? Indigène, c'est l'indigène. Comment vous le pensez vous-même? Ah bah moi je pense rien. Indigène, c'est le malgache qui vit dans le pays. Il y a les étrangers qui ne sont pas des indigènes. Est-ce que les indigènes pouvaient fréquenter les écoles françaises? Non, ils ne pouvaient pas fréquenter les écoles françaises. Il fallait qu'ils soient d'abord citoyens français. Et comment on faisait? Par exemple, votre père est devenu citoyen français. Comment il a fait pour devenir citoyen français? Ben, je n'en sais rien, parce que moi, à l'époque, c'était donc en 1939, j'avais 6 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait son boulot au tribunal. Il a été interprète de tous les Français qui passaient. Et je crois que c'est à cause de ça. Donc vous avez pu aller à l'école française. J'étais à l'école française dès le début. Il y avait beaucoup d'indigènes dans les écoles françaises ou pas? J'utilise le mot indigène par facilité. Hein. Oh, ben, pas beaucoup, hein. Dans une classe, dans les petites classes où j'étais, on était 3 ou 4. Ça. Et pour combien de vasards? Les vasards, c'est les blancs. Pour combien de vasards? À peu près en classe, ils avaient une vingtaine. On était 4 ou 5. Est-ce que les vasards, les Français, Oui. vous acceptez bien dans leurs écoles ou est-ce qu'il y avait du racisme vis-à-vis des indigènes? Ben, de toute façon, hein, moi je ne le sentais pas parce que les jeunes qui étaient avec nous, on jouait ensemble et tout. C'est tout. Hein. Il n'y avait pas tellement de différence. Mais à l'extérieur, je n'arrivais pas encore à analyser puisque j'étais comme ça. Alors après, comment ça s'est passé la route vers la résistance, puisqu'il y a eu des événements que les Français ne connaissent pas? Il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé après 1945 quand les Malgaches ont demandé l'indépendance? Il faut réfléchir à deux fois. Il faut savoir qu'à Madagascar, il y a presque des cycles de révolution. Il y a des poussées de nationalisme. En 1929, c'était les PVS. Puis en 1946, c'était les MDRM. Et puis en 1972, c'est la révolution des jeunes d'ici. Voilà. Donc il y a des cycles comme ça. Une poussée de nationalisation. Alors, pourquoi? La question est à poser, pas à moi, parce que j'étais trop jeune pour analyser ça, sauf en 1947, quand même, quand j'avais 14 ans.
Là, Vous quand même, étiez à Tana en 47. j'étais en 47 à Tana. Qu'est-ce que vous avez vu au moment des événements de mars 47? Vous vous en souvenez? Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait le couvre-feu à Tananarive, il y avait des Sénégalais partout, et Donc des militaires des militaires sénégalais. sénégalais. Euh, chaque fois qu'on sortait, on nous demandait qu'est-ce que vous avez dans la poche, c'est tout. Est-ce qu'il y a vraiment eu 30 000 personnes fusillées dans les rues en 47? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas compter. Vous en avez vu, vous, des personnes tuées par les Sénégalais dans les rues? Pas à Tana, pas à Tana. Mais, enfin, de oui dire simplement. Donc je ne peux pas dire ce qu'il y a de bien. Est-ce que ça a créé une fracture entre les indigènes, je vais reprendre ces termes provocateurs, entre les indigènes et les Vasas? Est-ce que les événements de mars 47, les Malgaches disent qu'il y a eu au moins 30 000 personnes tuées, enfin certains Malgaches disent qu'il y a eu au moins 30 000 personnes tuées, beaucoup de Vasas disent que c'était plutôt 3 ou 4 000 personnes tuées. Est-ce que c'est encore aujourd'hui une fracture, un clivage, un traumatisme chez les Malgaches? Ah oui, il y a toujours, parce qu'il y a des familles dont les parents, les cousins, etc., ont été emprisonnés. Il faut dire que c'était du temps de M. Mitterrand, était ministre de l'Intérieur. Il n'a pas rigolé pour le maintien de l'ordre. Hein. C'est-à-dire, vous avez des souvenirs, des Très anecdotes? bon souvenir d'un oncle, par exemple, qui a été emprisonné, qui nous décrivait ce qu'il y avait à l'intérieur quand il était sorti. Ben, c'était pas la joie. Hein. C'est-à-dire, Dans une petite salle de 3 sur 3, pas de toilette, rien du tout. Ils faisaient leur toilette dans une petite salle et tout. Alors évidemment, ça, quand ils nous racontaient ça après, ça traumatisait les jeunes. Ça traumatisait les jeunes. est-ce que c'est encore un souvenir très présent dans l'esprit des Malgaches? De ceux qui ont vécu. Ceux qui l'ont vécu. Parce que beaucoup ont vécu. Professionnellement, après, vous avez fait quoi? Vous aviez 14 ans à cette époque. Après, une fois que vous êtes rentré dans la vie professionnelle, ça a été quoi votre parcours? Ah ben, j'ai un parcours anormal. Bon, on était donc à l'école européenne à Tananarive, qui s'appelait Bernard Caillé. On a passé le certificat d'études, on était une trentaine. Je me rappelle, on était 3 simplement à avoir réussi le certificat d'études. Je me rappelle le nom, c'était Bastiani, on s'appelle donc Métayer Jean-Claude, et moi-même, un Malgache et 2 Vasins. Voilà. Puis on est rentré après à l'école secondaire, à ce qu'on appelle à l'époque l'EPS, l'école primaire supérieure. C'est là qu'on faisait, il fallait faire des études jusqu'en troisième pour essayer d'avoir un métier. Ouais, école primaire supérieure. On ne visait pas encore le bac, c'était uniquement le troisième. Industriel, brevet commercial. C'est là que je suis rentré. Et après l'école, vous avez fait quoi? Après l'école, j'ai passé donc mon bac au lycée Gaudry. J'ai préparé mes licences. Puis à un moment donné, j'ai eu mon bac. On m'a demandé à créer une école privée. J'ai créé une école privée dans la banlieue de Tananarive. Première école privée dans le coin du côté d'Ivan. Ivat, c'est l'aéroport actuel de Tananarive. Qui vous a demandé de créer cette école? Un groupe de pasteurs de temple du coin, Donc des protestants. protestants, parfois les catholiques. C'est pour ça que mes enfants, on leur a dit, ou tu choisis l'un, ou tu choisis l'autre, tu deviens même musulman ou bouddhiste, on s'en fout. La religion,
c'est une chose. Voilà. Et vous, vous êtes protestant. Je suis protestant toute ma jeunesse, c'est tout. D'accord. Donc vous avez créé ces écoles. Je dis ça parce que peu de Français connaissent l'empanandro, le retournement des morts, les fanailles. Peu de Français connaissent tout ça. Peu de Français connaissent la rivalité entre les protestants et les catholiques pour la prédication. En France, plus personne ne s'occupe de religion. Donc il faut comprendre que ici, c'est encore très important. Les gens vont à l'office religieux le dimanche. La religion est encore un élément important de la vie des Malgaches aujourd'hui. Et oui. Moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, d'aller à l'école du dimanche, mais l'école du dimanche français. Il n'y a pas que français ici. Alors, évidemment, pas toutes les écoles du dimanche. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec le gouvernement français ou avant l'indépendance ou avec le gouvernement malgache après l'indépendance? Bon, alors, avant l'indépendance, j'ai travaillé, il y a eu un concours dans le cadre de la loi cadre à l'époque, au moment où le général de Gaulle avait déclaré la grande communauté et tout ça. Alors la France a préparé les futurs cadres qui allaient remplacer les administrateurs français. Il y a eu un concours de hauts cadres, donc, avec ceux qui avaient le bac, et c'était remplacé le concours. Donc il fallait le bac à l'époque Il fallait le bac pour remplacer les administrateurs français. français, dans le cadre de la loi cadre, c'est tout. J'ai passé un concours, et comme par hasard encore, on était trois seuls à avoir réussi. Je m'appelle Martin Xavier, qui travaillait à l'ambassade de France après. Je ne m'appelle plus l'autre, quelque part. Mais c'était, rassurez-moi, trois gâches. Non, français. J'étais citoyen français. D'accord, mais d'origine. D'origine, Martin Xavier était français et l'autre, Legendre, il s'appelle Legendre, lui était français. C'était des bazars. Il faisait C'est-à-dire que l'administration malgache, elle a choisi comme administrateur comme par pour hasard. l'indépendance. Comme par hasard. Alors, ça veut dire quoi comme par hasard? Ben, c'est normal, il y a une continuité de toute façon. C'est-à-dire? Ah, vous le savez comme moi. Mais pas du tout, allez-y, c'est pour Non, ça que je vous pose la moi, question. Moi je dis, il y a une continuité de toute façon. Dans toutes les politiques, il y a une continuité. Quand le général de Gaulle a déclaré qu'il y a une grande communauté, il y a eu un fameux référendum, on les oui et les non. La Guinée dit non, Madagascar a dit oui. Donc ils savaient où ils allaient. Voilà. Et c'était bien, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose que cette continuité, on va le dire comme ça par provocation, cette continuité de la colonisation, c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend du point de vue où on est. Du côté des Français, c'était une bonne chose. De l'autre côté, moi j'étais à l'époque, donc, en passant le concours, premier administrateur plus ou moins malgache à Antsirabe. Antsirabe, c'est une ville au sud de Tananarive qui est une espèce de. C'est un peu le Vichy de Madagascar. J'étais le premier adjoint de l'administrateur en chef français qui était le gendre du haut-commissaire Sukado. Donc j'étais bien placé à l'époque au point de vue administration territoriale. Voilà. Et vous, dans votre esprit, est-ce qu'il fallait rompre avec la continuité? Est-ce qu'il fallait s'émanciper? Ou est-ce que finalement, la démarche en douceur, ça vous convenait, vous en tant que personne? Moi à l'époque j'étais jeune. J'avais quel âge? 24 ans. On m'a donné des postes puis dans le tribunal local, chef de service économique, plein de trucs. Bon, à l'époque, je me disais, si on veut vraiment notre indépendance, on devrait dire non d'abord, discuter avant. Comme deux partenaires. Et de dire oui d'avance, on est coincé d'avance. Et vous, vous le regrettiez ou pas? Je le regrette
plus ou moins. Alors, pourquoi plus, pourquoi moins? Je vous taquine, mais c'est important pour les Français de comprendre ça. Non, non, c'est difficile à expliquer. Trop difficile. Mais est-ce que le colon, est-ce que la colonisation était détestée par les Malgaches? Généralement, oui. Généralement. Mais après manipulation, etc., le référendum était oui. Donc les Malgaches ne détestaient pas la colonisation. Mais est-ce qu'il y a eu une tricherie au moment du Hein? référendum? Est-ce que ça a été truqué? Euh, Ah, J'étais dans l'administration territoriale, je voyais exactement ce qui se passait. alors, il s'est passé quoi? C'est des révélations, il faut les faire au public. On envoyait des troupes, ils ne faisaient rien les troupes, hein. Ils étaient présents. Alors les troupes pour les Malgaches, je dis, ça, c'est le Franzagan. Ça veut dire quoi? Le Franzagan, ça veut dire le gouvernement. Donc on ferme notre gueule. Et donc, ça les a poussés, mais il n'y a pas eu de faux bulletins, et il n'y a pas eu de... Non. Vous n'en avez pas vu? On a vu, là. Oui. On a vu de faux bulletins. Alors, il faut boire de l'eau. Est-ce que, par la suite, les Malgaches ont eu une vision de l'indépendance qui a changé? C'est-à-dire que, lorsqu'ils se sont retrouvés à diriger le pays directement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils ont dirigé le pays? La question est là. Ça veut dire quoi? Je pose la question à vous. Ah ben, moi j'ai vu, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que autant je suis convaincu que la France dit à l'élite malgache, je suis convaincu qu'elle dit vous devez rester alliés des Français, vous devez éviter des relations avec la Chine, avec la Russie, vous ne devez pas nationaliser nos entreprises, ça j'en suis convaincu. Autant je suis aussi convaincu que si un Premier ministre malgache ou un président malgache disait on veut un système de santé efficace, on veut lutter contre la corruption dans l'administration, je suis convaincu que personne en France ne dirait on préfère un système corrompu, on ne veut pas que vous ayez des hôpitaux, on ne veut pas que vous ayez des bonnes écoles. Je pense que l'intérêt de la France, c'est que Madagascar se développe. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord. Peut-être que vous avez vu des choses différentes, c'est ça qui nous intéresse. Très différente, mais difficile à expliquer. Un tout petit peu quand même. Même pas. Est-ce que vous pensez que la France s'est opposée au développement de Madagascar, au développement économique après l'indépendance? Je vous expliquerai ma position à moi. Très bien. Dès le départ, il fallait voir la géographie de Madagascar. Nous avons une côte est, côté océan Indien donc. Nous avons une côte ouest, côté Mozambique. Est-ce que réellement, si on voulait développer Madagascar, il fallait développer l'est ou l'ouest? Première question. Où étaient les richesses de Madagascar? Il existait les cyclones de l'Est ou les terres arables, les mines de l'Ouest? La question que je me suis posée. Et qu'est-ce qu'on a développé en priorité? L'Est. On a développé l'Est, raffinerie à Tamatave, tout en sachant que tous les systèmes de pétrole étaient à l'Ouest. Chemin de fer, côte Est. Or, côte Est, le relief est très difficile pour faire des lignes de chemin de fer. Donc, on a négligé complètement tout ce qui était côté Ouest, qui était le vrai développement. Position personnelle. Et ça, c'est pour vous la stratégie française des années 20 et 30 Voilà. qui visait à utiliser l'exposition à la Réunion, puisque
ce que vous ne dites pas, c'est que la côte Est, c'est la côte qui est face à la Réunion, et que donc, l'idée, si je développe, votre idée, c'est que la France a privilégié les relations avec la Réunion plutôt que les relations avec l'Afrique. Voilà. Et par la suite, pourquoi les Malgaches n'ont pas changé ça? Les Malgaches. Je me pose la question, quel Malgache? Est-ce que à l'époque, dans les années 60, au début de l'indépendance, la France avait quand même une bonne image? Est-ce qu'elle faisait rêver les Malgaches? Quel Malgache? Le Malgache qu'on voit dans les rues, qui cherche à manger, est-ce qu'il rêvait à l'époque? Est-ce qu'il y avait autant, je vais le présenter comme ça, est-ce qu'il y avait autant d'enfants dans les rues, autant de mamans avec leurs bébés dans les rues qui mendiaient qu'aujourd'hui? Non, je suis le témoin, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun enfant dans les rues. Annalaquel, qui est à côté, Non, aujourd'hui c'est couvert d'enfants qui dorment dans les non, il rues. n'y en avait pas. Comment ça se fait qu'il n'y en avait pas? Pourquoi il y en a aujourd'hui? Parce que la population n'était pas encore assez nombreuse. À l'époque, peut-être, il y avait encore du travail. Et donc, plusieurs décennies après 60 ans après l'indépendance, on va dire ça comme ça, comment on explique qu'il y ait un tel développement de la misère dans les rues de Tana? Dans les campagnes, c'est plus compliqué. Comment on explique ça? On expliquait comme dans tous les pays du monde, hein, il y a un regroupement des gens vers la capitale, des villes, croyant qu'il y a quelque chose à faire, etc. C'est tout. Bon, ils abandonnent donc leur terrain loin là-bas, ils viennent ici croyant qu'il y a des choses à faire. C'est tout. Est-ce que beaucoup de Malgaches rêvaient d'aller vivre en France? Euh, Ça dépend, une certaine bourgeoisie peut-être. Une certaine bourgeoisie. Parce qu'il faut voir quand même, la France a éduqué beaucoup de Malgaches. Hein. Elle a bien choisi des Malgaches qui sont allés en France. Il y a eu des officiers de réserve malgaches, il y a eu des pharmaciens, il y a eu tout, qui ont été formés en France. Et c'est ceux-là qui sont revenus. Pour organiser le pays. Voilà. Est-ce qu'on a continué à le faire après l'indépendance? Oui. De ce côté-là, quand même, on a continué à faire. Sivan a bien choisi quand même ses collaborateurs. Parce qu'il fallait quand même que, je dirais bien, le néocolonisme continue. Mais moi, je ne crois pas au néocolonialisme. Moi j'y crois parce que je l'ai vécu. Mais oui, mais il faut nous expliquer, qu'est-ce que vous avez vécu comme néocolonialisme? Ça se manifestait comment? Ben, est-ce que vous avez vu un indigène être patron de quelque chose, d'une entreprise? Ravalomanan, il a... C'est après ça, après, longtemps après. Ah oui, Longtemps mais après. aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'un indigène soit patron d'une grande entreprise. Il est patron de cette entreprise. Par quel, par quel parcours? Ça, qu'est-ce qui empêche Madagascar de lutter contre la corruption? Puisque je ne fais pas une grande révélation, à Madagascar, la corruption est un mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui empêche les Malgaches de lutter contre la corruption? Est-ce que c'est les Français qui imposent la corruption à Madagascar? Non, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui impose la corruption, ainsi que la criminalité dans les villes. C'est tout. Il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Ils le savent. Parce que, je ne sais pas, je ne critique pas. Hein. Je dirais franchement, formation, formation, on a dit. L'Europe nous dit formation, formation. On le forme. On forme les paysans, on forme ceci. On a des milliers de formés. On produit quoi? Des chômeurs. J'ai un point de vue très nuancé sur le sujet. Parce que j'avais un déjeuner tout à l'heure. En réalité, il y a des Malgaches, ils ne se vantent pas, ils passent inaperçus,
mais ils travaillent beaucoup avec l'Europe par Internet, ils font du télétravail, et ils ont des très bons salaires. Et en réalité, il y a une société malgache cachée. C'est le système D, ils se débrouillent. Voilà. C'est pour ça que je posais la question, quel était leur parcours des entreprises dirigées par les Malgaches? C'est compliqué, il n'y a pas de baguette magique. Aujourd'hui, quelle est l'image de la France à Madagascar? Est-ce que, comme pour le Burkina Faso, est-ce que, comme le Mali, vous vous dites qu'il faut chasser les Français? C'est comme la cause de départ, tout ça. Hein. Tous ces pays, on compare par exemple les pays anglophones dans le Commonwealth et les pays francophones. Qui a avancé? Je pose la question. Plutôt les pays du Commonwealth, mais c'est plus compliqué que ça. Oui. Justement, la question est là. Comment les Anglais réussissent à faire ce truc-là? Et vous, vous pensez que la France devrait faire la même chose? Il y a une politique bien française, hein, continue. C'est pour ça que je vous dis, il y a une continuité. Qu'on le veuille ou non, il y a une continuité. Moi, je comprends le pays qui fait ça. C'est pour eux. Mais pour ceux qui subissent, c'est pas ça. C'est pour ça que vous avez le Mali, vous avez Barkhane, vous avez partout. C'est à vous de jouer. Oui, oui, non, mais attendez, moi je suis très, très, très neutre là-dessus. Ma question, c'est est-ce qu'il y a encore des Malgaches qui rêvent de la France? Bien sûr, il y a une diaspora. Est-ce que la diaspora dit du bien de la France? Je sais pas. Ouais, parce que moi, à mon avis, voilà, c'est mélangé. Voilà. Je sais pas. Le hic, c'est que quand ils reviennent, ils se disent supérieurs aux Malgaches, c'est ça le gros problème. Vraiment, ils reviennent en disant On va oui, même quand ils n'ont pas de diplôme. Hein. concrètement, est-ce qu'à 90 ans, vous avez des regrets? Est-ce que vous dites pendant ma carrière, pour Madagascar, j'aurais dû faire ça plutôt que ça, j'aurais dû plus combattre, moins combattre, De toute façon, je ne pouvais pas combattre. pourquoi? Pas combattre, après le sol. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres Malgaches qui pensaient comme vous? Je pense que oui. Pourquoi vous n'êtes pas organisé? Ouais. Ah, C'est pour ça que je vous dis, il y a des crises de nationalisme. Il y a des crises comme ça qui poussent brutalement. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question, pourquoi? Non. finalement, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, mon point de vue, quand je viens à Madagascar, et j'aime bien y venir, je pense que Madagascar a plein d'avenir. Je pense qu'il y a énormément d'avenir. Je sais, potentiellement. C'est pour ça que je me pose la question, qui ne veut pas que Madagascar sorte? Parce qu'il faut voir, tous les continents ont une île. L'Europe à l'Angleterre, l'Asie et le Japon, je dirais l'Afrique à Madagascar. Comme par hasard, le Japon est très fort, l'Angleterre est très fort, comme ça. Qui veut que Madagascar n'émerge pas? Je vous pose la question. Alors, moi, je pense que les Malgaches sont libres d'émerger. Je pense que c'est une facilité, c'est une forme de paresse que de dire c'est la France qui, c'est les Français qui veulent pas, etc. Ça dépend. Ça dépend si vraiment on veut que ce pays émerge. On ne véhicule pas qu'il n'y a que 80% d'agriculteurs, ce qui est faux. Il y en a combien aujourd'hui? Regardez la ville des villes, et allez en campagne, vous allez voir les gens. Hein? On véhicule ça sans arrêt. On véhicule qu'on est maintenant un des pays les plus pauvres, tout en sachant qu'à Dubaï, par exemple, on expose un saphir de 95 kilos qui sort de Madagascar. De Saqqara? Ça vient de Saqqara? Ouais, c'est ça, je crois. Qui vaut à peu près 90 millions de dollars, on a dit, ah bon, le petit.
C'est pour ça que je me pose la question. Madagascar est très riche. Oui, Trop ça, riche. j'en suis convaincu. Et chaque fois, c'est potentiellement riche. Mais moi, je crois pas. Alors, j'en profite, je fais une conversation. Quand je vais dans les campagnes, parce que je vais dans les campagnes, Oui. et que je vois les mernes Mm. faire le retournement des morts, Mm. et je vois qu'ils sont capables de payer pendant une semaine des grandes fêtes. Moi, je suis allé chez les Vèzes. J'ai entendu des funérailles, un enterrement chez les Vèzes. Il y avait de la musique toutes les nuits pendant une semaine. Et les gens, ils vivent dans des cabanes. Et on se dit, mais en fait, à Madagascar, les gens sont riches parce qu'ils peuvent payer des fêtes, vraiment des choses qu'aucun Français n'imagine payer. Et en même temps, ils vivent avec rien parce que c'est une culture différente. Et je ne suis pas sûr que les Malgaches aient envie de vivre à l'occidental avec une grosse voiture, une grosse maison, un travail qui leur prend la tête. Je pense que les Malgaches n'en ont pas envie. Je pense qu'ils ne rêvent pas de ce qu'on appelle se développer. Je pense que ce n'est pas dans la culture. Je pense que oui. On se contente de ce qu'il y a. On fait avec. On fait avec. Et, mais nous, Moi- on n'y est moi, pour rien. j'ai- On n'y est pour rien, nous. J'explique à peu près ces fêtes qu'on a dit et tout ça. Qui sont très importantes pour nous. Parce que la relation avec les esprits, c'est une chose importante. Il n'y a pas que ça. Il y a le côté matériel aussi. Quand même. Ils n'ont pas tellement, les Malgaches, des occasions de vivre quand même de certaines joies. Donc la réunion, pour eux, c'est une fête. Et ils font de très belles fêtes. Voilà. Mais ça leur coûte très cher. Ils mettent beaucoup d'argent dedans. Mais oui, ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Ils disent, c'est une fête. Non, mais c'est la culture malgache. Voilà. C'est une culture merveilleuse. Mais Voilà. c'est pas une culture productiviste. Voilà. Quand je vois Astérix et Obélix, c'est un peu comme leur petit village. Hein. Oui. Leur fête, là. Oui, Hein. oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a des connexions entre les Malgaches et les Français. Ouais. Parce que le côté, on fait avec, on va faire la fête, Voilà. on va se disputer, puis on va faire un grand banquet. Ici, on mange pas de sanglier, on mange du zébu. Mais c'est très fait. Madagascar est une culture très festive et très communautaire. Oui, oui. Bon, il y a vraiment une. C'est ce que je discutais. J'ai travaillé avec les Allemands. Avec un dirigeant de Mercedes, par exemple. Un jour, je lui ai posé la question. Vous voulez la vitesse à chaque fois. Puis en fin de compte, on restreint les vitesses. Exactement. Et alors, sa réponse, c'était quoi? Il m'a dit, vous avez raison, c'est tout. Mais donc, vous savez bien qu'à Madagascar, la vitesse, ce n'est pas un enjeu. En jeu, Les gens, ils sont plus heureux voilà, comme ça. on vit comme ça. Les gens, ils sont heureux comme ça. Comment on dit moura moura? C'est ça. Moura moura. C'est ça. Bon, ça m'a fait très plaisir de vous interviewer. Moi, je pense que je n'ai pas dit de bêtises pour embêter les enfants. Hein. Ils sont derrière la caméra. C'est quoi votre vrai prénom malgache? Voilà, Ça veut dire quoi, Lalao? je. J-E-U. Bon, Lalao, merci beaucoup. Je vais vous laisser vous reposer parce que vous êtes venu à l'hôtel Colbert. Je déteste l'hôtel Colbert. Moi, non, moi aussi. Voilà. Bon, d'habitude, je prends un hôtel gâche. Dès qu'on m'a dit, tel Colbert, il dit, chez les politiciens, non. Je veux dire, Non, il y a moins. Il y a un hôtel où il y a plus de politiciens. Ah oui, il y a d'autres hôtels où il y a plus de politiciens. Ben oui, oui, mais Non, il y a aussi le Louvre. Il y a la Varingue. Moi, j'adore la Varingue. Mais Bon, disons, sur les hauteurs, c'est des politiciens qui ont les moyens. À nous, à tous. c'est les débutants. j'ai pas dit de bêtises, mais. Bon, dites au revoir aux auditeurs quand même. Tu dis au revoir aux Dites au auditeurs. revoir. Ben, au revoir, hein, c'est tout. Merci, c'était super.